bienvenue dans le troisième jour des doctorales de la recherche de l'AUF, co-organisée par Connectinov. Donc on est ravis de revoir nos différents doctorants du Maroc, Algérie et Tunisie. Pour une session en live sur les réseaux sociaux, sur les pages Connectinov et l'AUF. Je passe la parole à Madame Sourad Boussaïd de la NPR qui va vous faire une formation sur le transfert de technologie et la gestion de la propriété intellectuelle. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie en fait pour cette honorable invitation. Je suis Sourad Boussaïd, ingénieure en chef à l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique, chargée du transfert de technologie et de la propriété intellectuelle. On va passer 20 minutes ensemble pour comprendre les notions de transfert de technologie et de gestion de propriété intellectuelle et 10 minutes d'interaction et de réponse sur vos questions. Donc, l'objectif de cette session, c'est de comprendre un peu le processus de transfert, les actifs et les droits de propriété intellectuelle et comment optimiser et comment vous gérez donc votre savoir-faire à travers la protection par la propriété intellectuelle. Donc, le message que je veux vous transmettre à travers ces 30 minutes, c'est que si tu ne t'appropries pas la propriété intellectuelle, d'autres s'approprieront ta propriété. Donc, il faut dès le départ, si vous voulez monter votre entreprise, il faut savoir manager et gérer votre savoir-faire tout le long de votre parcours de transfert de technologie et de commercialisation de votre résultat de recherche. Donc, le transfert et le processus de transfert de technologie, c'est quoi en fait? C'est une exploitation d'un résultat de recherche qui est protégé pour aboutir à deux axes finalement. Ou bien on va monter une nouvelle entreprise et donc on va chercher le premier utilisateur à notre produit. Donc on va chercher le marché, on va travailler sur le marché, la validation de notre marché. Et sinon, si on n'a pas de marché, on va transférer notre résultat de recherche qui est valide à travers pour une entreprise qui est déjà existante et qui a déjà son marché tout prêt. Donc, il y a deux processus différents pour le transfert de technologie. Ou bien, je vais exploiter moi-même mon résultat de recherche et là, je vais mettre de l'effort à exploiter le marché. Ou bien, je n'ai pas de marché et je vais donner ou bien céder ou bien faire une licence à une entreprise déjà existante. Elle a déjà son marché et faire des contrats avec elle pour qu'elle puisse exploiter, elle, mon résultat de recherche. Et là, le volet juridique, il est très important. Il y a les contrats de recherche collaboratifs, les accords de confidentialité, les contrats de transfert de matériel, les contrats de prestation de services. Lorsqu'on va parler de brevets, il va y avoir les contrats de cession ou de licence et les contrats de copropriété. Dès que je coopère avec le milieu industriel, il y a toujours un transfert de matériel entre vous deux. Et là, je dois être conscient que lorsque je travaille avec l'industriel, il faut qu'il ne commercialise pas mon produit. Il faut qu'il y ait un contrat, des contrats de confidentialité, un programme de travail, les équipes qui vont travailler, comment gérer ce transfert et surtout ne pas exploiter mon produit sans mon autorisation. Donc, voilà, je vous invite à voir le lien du manuel d'assistance à la négociation des conventions entre recherche et industrie qui est sur le lien suivant parce qu'il y a plusieurs types de contrats. Et voilà, donc le transfert, c'est deux voies ou bien la création de mon startup et lorsqu'elle grandit, je vais aboutir à une spin-out ou une spin-off lorsque le résultat découle du milieu universitaire, ou bien le licensing pour une entreprise déjà existante. Alors, le processus de transfert, c'est le passage du milieu universitaire au milieu industriel. Et pour cela, il faut que mon produit ne soit pas sous forme d'une idée. Il faut que mon produit soit mature. Il faut que le technology readiness level, la maturité, l'échelle de maturité de mon produit soit important. Je ne peux pas parler d'idées
lorsque je vais passer en milieu commercial. Il faut que je parle d'un prototype, de quelque chose, d'un produit qui est valide, d'un procédé, d'un nouveau produit, une nouvelle utilisation. Je ne peux pas parler d'une idée lorsque je vais passer au milieu industriel. Il faut que je parle, j'ai entre les mains quelque chose de mature. Et autre chose, il faut que ce procédé ou ce produit soit nouveau. Lorsqu'on parle d'une innovation, c'est pas que j'ai une solution entre les mains et qui est acceptée par le marché. Non, il faut qu'il y ait un succès commercial, c'est-à-dire que les clients, que le marché accepte cette solution et elle est vendable, elle est commercialisable. Sinon, je vais parler d'une solution qui n'est pas commercialisable et ça reste à échelle invention. Elle ne peut pas être innovante et elle ne peut pas être acceptée ni commercialisée par le marché. Donc, autre chose, pour le transfert de technologie, il faut évaluer mon produit ou mon procédé. Il faut qu'il soit désirable pour que je puisse le commercialiser. Il faut qu'il soit faisable et viable. Lorsque je dis désirable, c'est-à-dire à long terme, c'est-à-dire que j'ai une stratégie derrière. Lorsque je mets sur le marché un produit, il faut que j'ai une stratégie avec une gamme d'autres produits. Parce que lorsque vous mettez votre produit sur le marché, il y a des concurrents qui sont là pour l'améliorer et il y a d'autres innovations à côté. Donc, pour que je reste viable, il faut que j'ai une stratégie et une gamme de produits derrière et comment je vais la commercialiser. Parce que le client, il change d'avis d'une minute à l'autre, selon l'environnement, selon le besoin, selon l'évolution de l'environnement. Donc, il faut s'assurer que mon produit, il est désirable à long terme, il est faisable et il est surtout viable. Et vous savez l'exemple de Nokia, qui a inventé le premier portable et il a échoué sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il y a Apple et parce qu'il y a Samsung qui ont innové, qui ont fait d'autres innovations jusqu'à maintenant et ils sont viables sur le marché. Par contre, celui qui a inventé le premier portable, il a échoué sur le marché. Pourquoi j'ai besoin de la propriété intellectuelle? Pour se distinguer. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Peut-être je suis en train de travailler sur un produit, sur la spiruline, sur un produit quelconque, et quelqu'un en Algérie ou au Maroc, il est en train de travailler sur la même chose, ou bien une chose plus améliorée. Donc, je n'ai pas le droit de dire que je suis propriétaire de cette invention. Il faut que je fasse des recherches, il faut que je fasse une veille technologique pour que je puisse me distinguer et dire que c'est ma propriété, ce produit m'appartient à échelle internationale. Donc, il faut qu'il y ait une certaine recherche d'antériorité avant de dire que c'est ma propriété. Il faut se confronter avec les inventions déjà existantes pour améliorer mon produit. Il faut clarifier les relations. Si je travaille dans un laboratoire, si je travaille dans une entreprise et j'ai trouvé une solution, une nouvelle solution pour une problématique, il faut que je discute avec mon employeur, je discute avec mon laboratoire, avec mon chef hiérarchique pour lui dire que c'est ma solution. Et voilà ce que j'ai trouvé et comment donc me protéger et être propriétaire de cette invention. Sinon donc, je vais donner de l'information et cette information va passer dans les mains des concurrents. Alors, la propriété intellectuelle va me permettre d'empêcher les autres d'utiliser ce que j'ai créé sans mon autorisation. Il y a blocage des concurrents d'un côté. J'ai la liberté de conception. J'ai l'exclusivité et l'exclusivité me permet d'exiger des prix de vente plus élevés. Je peux pénétrer sur le marché, attirer des investisseurs. Je peux améliorer la qualité de mon produit et facilement transférer mon savoir, optimiser ma technologie, contrôler mes consommateurs et d'où la croissance économique. Je vous donne l'exemple de Nokia, le premier qui a mis le portable sur le marché. Il a protégé son nom Nokia par une marque, son produit 3310 par une marque, les noms des logiciels Symbian et Java par des marques aussi. Il a protégé ses manuels d'utilisation. La sonnerie de Nokia, elle est connue. La musique de démarrage, les images, le code de logiciel, tout ça, ça va être protégé par des droits d'auteur. C'est des œuvres littéraires. Il a protégé sa technologie.
les méthodes de traitement de données, le fonctionnement de l'interface des utilisateurs. Tous les circuits électroniques, ils sont protégés par des brevets ou un modèle d'utilité. Il a protégé la forme de Nokia, de son portable, elle est différente de la forme de Samsung ou de Apple. Et ça, c'est à travers des dessins et modèles. Il a protégé le savoir-faire à travers des secrets internes et non publiés. Alors, comment je vais faire pour mon produit? Je vais tout d'abord, pour me protéger, je vais tout d'abord recenser mes actifs. Qu'est-ce que je vais protéger? Est-ce que j'ai des noms, des logos, des slogans? À ce moment, je dois les protéger par des marques distinctives. Je dois faire une recherche d'antériorité sur les bases de données internationales des marques. Je dois protéger mes manuels internes, mes bases de données, mes recettes à travers des droits d'auteur. Je dois protéger la forme de mon produit, l'apparence à travers des dessins et modèles, ou je veux protéger ma technologie seulement par des brevets. Alors, j'ai le droit de choisir, ou bien je vais faire tous ces protections, ou bien je vais choisir. Il faut qu'il y ait des stratégies. Ou bien aussi, je vais adopter le secret d'affaires et protéger tout mon savoir-faire et toute ma technologie à travers des secrets. Donc, si je vais parler d'un brevet de ma technologie, il faut s'assurer que mon brevet, ma technologie, il y a une certaine ingéniosité technique à l'échelle internationale, un potentiel économique et une solidité juridique. Il faut m'assurer que ma technologie que j'ai protégée n'est-elle pas une variation d'une solution déjà établie. Et là, comment je vais faire? Est-ce que je vais améliorer? Est-ce que je vais changer d'axe? Donc, je vais faire une recherche d'antériorité sur la technologie existante. Je vais étudier le potentiel économique. Est-ce que je suis devant un marché mondial intéressé par cette technologie, comme par exemple le vaccin Covid? Est-ce que j'ai peu d'acteurs? Est-ce que j'ai plusieurs acteurs? Donc, je vais mettre de l'argent, protéger mon brevet pendant 20 ans. Donc, il y a de l'argent qui va se mettre. Et là, je dois avoir une stratégie. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et je dois m'assurer de la solidité juridique. Est-ce que lorsque je vais déposer un brevet, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont proches à mon invention? Et là, je suis risquée. Donc, mon brevet, il est faible. Pour cela, il faut faire la première chose, des recherches d'antériorité sur les bases de données de brevets, parce que 80% des informations ne se trouvent nulle part. Lorsque vous consultez les publications, c'est seulement 20% de l'information. Et là, je peux décider si mon idée est nouvelle et est-ce que je peux poursuivre plus en avant. Il y a beaucoup de bases de données, que ce soit gratuites, comme l'EspaceNet, PatentScope, Google Patents, ou bien les bases de données nationaux, ou bien les bases de données encore poussées et payantes. Comme je vous l'ai déjà expliqué, ça c'est un exemple du domaine de la chimie. Au total, il y a 34 000 nouveaux composés chimiques. 67% de ces nouveaux composés sont publiés uniquement dans les brevets. 30% ne sont pas dans les brevets, mais 11% sont publiés dans les journaux. Ça, c'est les sources d'information, le Google Patent. Juste, vous mettez votre mot-clé, ou bien votre numéro de publication, le nom de l'inventeur ou le propriétaire. Il y a la nouvelle version d'EspaceNet qui est très connue. C'est vous qui êtes le mieux placé pour effectuer la première recherche sur les bases de données. Il faut consacrer au moins 2 à 3 jours pour faire la recherche. Sinon, vous n'avez pas poussé votre investigation assez loin. Il faut, si vous avez votre recherche d'investigation et que votre produit il est intéressant, il vaut mieux qu'un spécialiste vous aidera pour faire des recherches encore plus approfondies. Et comme ça, vous pouvez se décider, est-ce que vous allez rédiger votre demande de brevet ou pas. Si vous allez déposer une demande de brevet, il est important de ne pas divulguer votre idée à des tiers, ni de rendre public d'une manière quelconque. Cela annulerait immédiatement tout brevet que vous pourriez obtenir. Donc, la recherche d'antériorité, elle vous permet de savoir l'état, d'avoir des solutions gratuites en ligne et de vous positionner, de savoir si vous êtes libre d'exploiter ou il y a quelqu'un d'autre qui a déjà déposé votre technologie. Donc, elle vous permet une certaine veille technologique sur les concurrents, les clients, les nouveaux marchés, les entreprises, les inventeurs, les pays où l'invention elle est protégée,
et les domaines d'application de ce produit. Donc, il faut poser plusieurs questions lorsque je vais négocier ou déposer mon brevet. Donc, à qui appartiennent les droits de propriété intellectuelle? Qui est le titulaire? Si je suis un doctorant ou un docteur, je travaille dans un laboratoire et j'ai trouvé cette solution dans un labo, le propriétaire, c'est mon établissement. Moi, je ne suis qu'un inventeur. Est-ce que la propriété intellectuelle est le fruit d'activités financées par l'État ou par des fonds privés? Et là, s'il y a les deux, si je travaille pour le compte, je suis dans un labo et je travaille avec une entreprise, il y a un contrat collaboratif entre les deux, je dois négocier qui est le propriétaire de cette invention dès le départ, qui est considéré comme l'inventeur d'une invention. Ce n'est pas toute l'équipe qui forcément doivent être des inventeurs. L'inventeur, c'est celui qui est justifié à travers tout le travail, celui qui a découvert l'invention, la solution. Et ceci est justifié à travers les cahiers de laboratoire. Donc, qui est considéré comme propriétaire d'un dessin modèle, qui est considéré comme titulaire du droit d'auteur. Comment faire le partage des revenus? S'il y a un dépôt de brevet et une copropriété, les inventeurs, quelle est la part des inventeurs? Qui sera chargé de la gestion de ces actifs de la propriété intellectuelle, de la négociation, des conditions de partage? Comment seront traités les conflits d'intérêts? Donc, les stratégies de la propriété intellectuelle, il y a deux stratégies. Ou bien, dès le départ, je vais adopter le secret de mon savoir-faire, je vais donner des informations seulement raisonnables, je vais procéder à mettre en place des contrats de confidentialité à chaque fois que je discute avec des équipes, des investisseurs, ou bien je vais réfléchir à ne rien divulguer et déposer mon brevet. Je vous conseille d'adopter initialement le secret au stade idée. Par la suite, une partie du procédé ou le produit peut faire l'objet d'un brevet, tandis que le reste devrait être protégé en tant que savoir-faire ou secret d'affaires associé à votre brevet. Comment optimiser la gestion de votre propriété intellectuelle? Alors, le porteur de projet doit définir clairement les informations confidentielles qui ne se trouvent pas ailleurs. Il doit former son personnel, son équipe. Les équipes qui vont gérer l'information, ils doivent être conscients. Clarifier les droits de propriété intellectuelle, les propriétaires. Si on va parler de brevet, vous devez vérifier la nouveauté, la non-évidence et l'utilité. S'assurer de la liberté d'exploitation. Évaluer les brevets existants. Si on va parler de marque, vous devez s'assurer de la disponibilité de votre signe et de sa validité distinctive. Et vous devez bien sûr périodiquement surveiller la concurrence. Attention, une idée n'est pas brevetable en soi. Et merci. Donc, j'attends vos questions. Oui, Madame Souhé, bonjour. Bonjour. Oui. Merci pour cette présentation très enrichissante. Et moi, en tant que doctorante, je travaille en collaboration avec une entreprise. Donc, je voulais savoir, c'est quoi les différences entre droit d'auteur et propriété industrielle? Et comme doctorant, nous sommes censés de publier des articles scientifiques pour valider notre thèse. Donc, comment on peut gérer ça? Merci. Alors, vous êtes une docteure dans une entreprise? Doctorante. Doctorante dans une entreprise, c'est-à-dire vous travaillez en même temps au laboratoire et à l'entreprise en même temps 50-50? Il y a des parties financées par l'entreprise, c'est-à-dire je fais mes essais au sein du labo microbiologique de l'entreprise et des parties où j'ai travaillé seule dans des labos externes, soit en France, soit au sein de mon institut. Attends, vous travaillez dans une entreprise en France ou en Tunisie? En Tunisie. Et le laboratoire? Deux labos en Tunisie et en France? La première partie, je l'ai travaillée en France. Maintenant, je fais une partie dans l'entreprise et je bascule entre le labo de l'entreprise et le labo de mon école, voilà, de mon institut. Alors, est-ce que vous avez négocié
le produit final que vous allez mettre en place? Est-ce que vous avez fait une discussion avec votre laboratoire, avec votre entreprise, qui va être le propriétaire de ce produit? Et quel est votre intérêt? Oui, en fait, c'est ça ma question parce qu'on est en train de voir si on peut signer un contrat d'allocation. Et donc, ils disent que la propriété industrielle, c'est à l'entreprise et les droits d'auteur sont à moi. Donc, je veux savoir c'est quoi la différence exactement. Vous avez négocié ça à quel moment? Combien de temps vous travaillez entre entreprise et laboratoire? Ça Donc, fait combien de temps? à partir de septembre, j'ai commencé le travail au sein de labo de l'entreprise. Septembre 2022. Oui, septembre 2022. OK. Donc, ils ont décidé que les droits d'auteur, ça vous appartient et la propriété industrielle appartient à l'industriel. Oui. Donc, c'est quoi le produit fini? C'est un emballage. C'est un emballage. Qui va être utilisé par l'entreprise. Oui, normalement, si on valide tout et on fait les essais à l'échelle labo et industrielle, il peut être utilisé par l'entreprise. Alors, ce qu'ils ont décidé, c'est que vous allez faire, bien évidemment, votre thèse, c'est-à-dire le rapport là, à la fin, votre rapport de thèse. Et Oui. là, vous avez les droits d'auteur, vous êtes propriétaire seulement des droits d'auteur, c'est-à-dire personne ne peut imiter ou utiliser ou traduire ce que vous avez écrit. Par contre, l'exploitation, elle n'est pas votre propriété. C'est pas toute personne, c'est l'entreprise qui est propriétaire de tout le produit à 100%. Vous êtes propriétaire de votre thèse et l'entreprise, elle est propriétaire du produit. Elle peut le commercialiser, elle peut l'utiliser, elle peut l'améliorer. Et vous n'avez pas le droit de lui dire il ne faut pas commercialiser. C'est-à-dire vous n'avez aucun droit sur les retours sur investissement de cet emballage lorsqu'il est mis sur le marché. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes d'accord, madame? Bon, maintenant j'essaie de comprendre pour pouvoir décider. Par exemple, si ils vont faire un brevet ou quelque chose comme ça, est-ce que c'est moi qui est l'inventeur ou Alors, tout d'abord, comme je vous ai déjà dit, avant de parler de brevet, il faut faire des recherches d'antériorité sur les bases de données, des recherches poussées sur votre emballage. Il faut tout d'abord être sûr que votre emballage, il est nouveau, il n'existe pas. Et votre emballage, il fait l'objet d'une solution technologique. C'est-à-dire, je ne peux parler d'un brevet que j'ai une solution. Est-ce que cet emballage, il résout une problématique dans la fermeture, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une innovation, une solution technologique ou bien c'est un emballage d'esthétique? Là, c'est un emballage de dessin et modèle. Ça va être protégé comme dessin et modèle. C'est une apparence. Non, parce que c'est pas, excusez-moi, mais c'est pas un emballage, c'est-à-dire traditionnel. Non, c'est un emballage comestible qui a des fonctionnalités technologiques bien définies. Donc. Alors, c'est clair. Donc, s'il y a des fonctionnalités technologiques et non pas une seule, il faut la première chose, faire des recherches d'antériorité sur les bases de données de brevets et pousser les recherches d'antériorité et savoir est-ce que votre emballage, il est nouveau ou pas. La deuxième chose, s'il est nouveau, il ne faut pas divulguer cette information. C'est-à-dire, lorsque vous parlez à votre entreprise, vous lui dites que mon produit et le savoir-faire que je vais apporter pour votre emballage initial que vous utilisez maintenant, c'est ça et ça. Il y a un avantage fonctionnel qui va réduire le coût, vous allez négocier scientifiquement. Merci. Et à ce moment,
Merci Madame Tourade. Je m'excuse, on va laisser la parole aussi à d'autres doctorants. On ne peut pas s'accabler donc de tout le temps. Donc on passe la parole à la prochaine question. Si vous pouvez essayer de poser des questions concises, avec des réponses concises vu le temps qu'on a. Et donc on passe à la prochaine question. Souhait, vous aviez une question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, il y a Pascal qui a levé la main. Allez-y. Bonjour madame. Merci Bonjour. déjà pour cette bien présentation. J'ai pas mal appris et voilà. Donc ma question était de savoir par rapport comment dire, à l'étendue ou bien l'extension comment dire, du brevet, c'est-à-dire d'un pays à un autre. Un peu comment ça se passe? Quelles sont les procédures qu'on adopte pour pouvoir faire ça? Mhm. Donc, si vous avez déjà un brevet entre les mains, c'est-à-dire une technologie, une solution technologique nouvelle, et vous avez rédigé votre demande de brevet, vous allez la déposer. Maintenant, vous allez réfléchir sur la stratégie. Je vais commercialiser dans quel pays? Alors, je vais donner un exemple. Si j'ai, par exemple, une molécule génétique qui détecte, par exemple, le sexe du palmier dattier, s'il est, je ne sais pas, féminin ou masculin. Normalement, le palmier dattier, on ne peut pas le savoir. Ça reste 9 ans pour savoir si c'est mâle ou femelle. Donc là, j'ai découvert dans mon labo un marqueur génétique qui détecte trop vite à travers une analyse que c'est mâle ou femelle. Là, je vais breveter mon invention, mon marqueur génétique, et je vais déposer ma demande de brevet. Je vais poser la question, dans quel pays je vais déposer ce marqueur génétique? D'après vous, où je vais le déposer? C'est dans les pays où il y a la production de palmiers dattiers. Je ne vais pas déposer en France, au Canada, aux États-Unis, c'est ça. Donc, je vais protéger à l'Arabie Saoudite, au Maroc, en Tunisie, là où il y a les producteurs de palmiers dattiers. Ça, c'est une question. Il faut définir tout d'abord les pays où je vais protéger mon invention. D'accord? La deuxième chose, comment je fais pour le dépôt? Alors, tout d'abord, je fais un dépôt national parce que dans chaque pays, il y a un organisme qui se charge de la protection de la propriété industrielle. Dans votre pays, c'est sûr qu'il y a un organisme. Pour nous, ici, oui, en Tunisie, il y a l'INORPI. Votre pays, il y a un organisme. Je vais déposer ma demande de brevet dans mon organisme national et je vais demander la protection à l'échelle internationale en précisant les pays auxquels je vais faire l'extension. C'est-à-dire, je dois décider dès le départ, avant les 12 mois, je vais décider que je vais faire une extension au Maroc, en Algérie, en Libye. Voilà, je dois le mentionner dès le départ. Comme ça, ils vont prendre en considération, ils vont vérifier tout d'abord votre demande de brevet, si le brevet il est nouveau, s'il est inventif, s'il est applicable industriellement. Ils vont vous notifier s'il y a donc des documents manquants, s'il y a une rédaction qui est... Vous allez être notifié pendant ces 12 mois pour valider votre demande de brevet, contenu et contenant. Et puis, il va y avoir une extension. Ils vont envoyer votre demande de brevet à l'OMPI, l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle. Et là, il va y avoir une autre évaluation et il va y avoir donc un autre rapport d'antériorité pour dire que si votre brevet, il est vraiment, votre demande, elle va tenir le coup, le point de vue nouveauté, inventivité, application industrielle. Et puis, il va y avoir c'est-à-dire la protection dans les pays où vous avez demandé la protection, c'est-à-dire les pays désignés de protéger, où il va y avoir la protection. Et là, il va y avoir une autre étude sur la nouveauté, l'inventivité dans chaque pays. C'est-à-dire, l'OMPI, lorsqu'elle vous a donné le premier rapport de recherche d'antériorité, ce n'est pas que votre brevet il est nouveau. Dans chaque pays, il va y avoir une autre étude
Et comme ça, vous aurez la réponse, la délivrance de brevet s'il est conforme Merci beaucoup, Madame Sourad. Merci à tous. Merci, chers doctorants. Donc, on tient à vous remercier de nouveau, Madame Sourad, pour cette formation et pour cet échange. Donc, bien sûr, les doctorants, ils nous poseront les questions, on partagera les documents avec eux. Comme ça, ils bénéficient encore plus de toutes ces informations-là. Merci. Sans trop tarder, on prend 1 minute et on enchaîne avec la formation suivante avec Monsieur Abdelhak Ameni de Massir Maroc, autour de comment on définit sa propriété intellectuelle et on la protège. Donc merci aux doctorants de rester connectés et pour le live, restez sur nos pages, on recommence dans 1 minute. Merci.